L'actualité du jour sera marquée par le forum économique initié par le Conseil Coton Anacarde et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est d'accélérer le processus d'exportation de l'anacarde vers les grands marchés, notamment aux États-Unis. Une semaine qui s'annonce chaude pour la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Un appel à la grève a été lancé. La réaction des organisations concernées dans un court instant. Nous parlerons de la question de l'égalité homme-femme qui a été sur la table des échanges de la tribune Les Causeries de l'AIP qui recevait Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne. Et une initiative majeure pour renforcer l'implication des jeunes en Côte d'Ivoire a été lancée par l'UNFPA. Le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous sur nos antennes, vous suivez le journal, merci de votre aimable attention. Dans sa politique de développement socio-économique, la Côte d'Ivoire veut accélérer le processus d'exportation de l'anacarde vers les grands marchés, notamment aux États-Unis. C'est dans cette optique que s'est tenu un forum économique initié par le Conseil Coton Anacarde et la Chambre de commerce et d'industrie du Côte d'Ivoire. À cette rencontre étaient présents les experts américains pour présenter les conditions d'accès au marché américain au grand bonheur des acteurs de la filière anacarde de Côte d'Ivoire, Zénab Dosso et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire exporte déjà ses produits agricoles vers les marchés américains grâce au programme AGOA. Mais comment renforcer le processus d'exportation directe des produits transformés sur ce marché, compte tenu des exigences des marchés internationaux? La question était au cœur de ce forum économique initié à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire par le Conseil Coton Anacarde. Les experts américains sont venus dévoiler les modalités d'accès aux marchés américains à travers les nouvelles dispositions sur la sécurité sanitaire des aliments, notamment l'anacarde, principale filière de cette rencontre. Entre autres dispositions, le plan préventif de contrôle, le plan de vérification et le processus d'approbation. Selon le directeur général des filières coton anacarde, la certification des unités de production est un facteur essentiel. Un label qui permet à la Côte d'Ivoire d'exporter directement ses produits transformés sur le marché américain. Nous voulons arriver à une certification pays et une labellisation telle que quand on entend amande origine Côte d'Ivoire, que ça rime avec qualité. Nous sommes un pays en voie d'industrialisation et en particulier le secteur anacarde et nous sommes à la recherche de débouchés sûrs. Et les États-Unis constituent le plus gros ventre en termes donc de consommation d'amandes. Nous ne pouvons pas ne pas courtiser ce marché. Et pour le courtiser, il nous faut faire un lobbying. Et ce lobbying consiste donc à avoir, j'allais dire, les têtes couronnées de l'industrie alimentaire américaine pour nous faciliter l'accès à ce marché. Pour sa part, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire entend jouer sa partition en renforçant les partenariats. Et vous savez qu'une de nos missions, c'est d'appuyer les entreprises, de les accompagner, de les assister et de faire de telle sorte que les chefs d'entreprise respectent un certain nombre de normes avant d'aller à l'extérieur pour ce qui est de l'exportation. Depuis une décennie, la Côte d'Ivoire s'évertue à accroître la transformation locale de ses produits agricoles. Selon les chiffres de 2023, ce sont 265 000 tonnes d'anacarde transformées, générant 50 200 tonnes d'amandes. Ça ne va pas dans la filière cacao en Côte d'Ivoire, alors que le prix du kilogramme du cacao a explosé sur le marché international. Le prix Borchamp payé aux producteurs ivoiriens reste étonnamment très faible, à seulement 1 000 francs CFA le kilogramme contre 4 000 francs CFA dans d'autres pays producteurs comme le Cameroun. Face à cette situation, l'ANAPROCI, Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, appelle à la grève générale sur toute l'étendue du territoire national. Cette semaine à Daloa, ses responsables ont invité les producteurs à 2 jours de grève dans la filière café-cacao. Nous vous proposons d'écouter Kanga Kofi, le PCA, le LANAPROCI. Voilà, au-delà de la question du système de commercialisation et même aussi de la vente anticipée, nous notons qu'aujourd'hui, à travers cette hausse des prix, vous avez pu constater que les usiniers
depuis quelques mois, ont pu prendre une décision de pouvoir augmenter le prix au niveau d'entrée usine. Et malheureusement, il y a un circulaire du gestionnaire qui fait ressortir que le prix entrée usine est de l'ordre de 1080 francs. Ce qui sous-entend que si le prix usine est 1080 francs, le prix Bosch n'est plus un prix minimum, plutôt un prix penché. Donc là déjà il y a problème. Au-delà de cela, on peut revisiter la campagne 2016-2017 où vous avez pu constater à cette époque la mévente du cacao. De 1000 francs, le producteur s'est retrouvé à 700 et 650. Durant cette mévente, nous avons connu d'énormes pertes. Et lorsque nous avons évalué avec sous l'ordre des huissiers et que nous avons présenté le dégât au niveau du gestionnaire, le gestionnaire nous a fait ressortir que les articles, même pas dit les tests qui encadrent le système de la commercialisation, ces tests-là ne permettent pas de dédommager les producteurs. Mais par contre, ces tests permettent de dédommager les usiniers. Ce qui a été fait, les usiniers ont été dédommagés à hauteur de plusieurs milliards. Donc partant de ces faits déjà, le problème n'est pas seulement que le problème du système, comme déjà souvent on attend, mais le problème c'est l'ensemble du mécanisme et même des tests qui régissent cette commercialisation qu'il faut revisiter et pouvoir poser les bonnes questions afin de pouvoir apporter les solutions idoines à partir des tests et même une correction au niveau du système pour arriver à une filière plus dynamique et qui permettra de mieux protéger les producteurs du café cacao du Côte d'Ivoire. Et restons dans la filière café cacao. Si l'ANAPROSI appelle à la grève générale, d'autres organisations se désolidarisent du mouvement. Il s'agit de l'ANACARSI et la centrale syndicale. Ces deux organisations demandent aux producteurs de ne pas faire grève, mais de rester à l'écoute. Depuis plus de 3 mois, nous observons une flambée des prix de cacao sur le marché international atteignant un record inégalé depuis les années 1977. Cette augmentation des prix du cacao sur le marché international se répercute sur les marchés locaux des pays producteurs par une augmentation des prix réglementaires. Ainsi, certains pays producteurs se livrent à une spéculation sur le marché en fixant des prix records aux producteurs comme au Cameroun où les prix pratiqués aux producteurs atteignent les 4 000 francs le kilogramme. Les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire pratiquent aussi des prix plus élevés que ceux fixés en Côte d'Ivoire, ce qui occasionne la fuite de notre production en direction des pays. Ce phénomène est appelé trafic du cacao vers les pays limitrophes. Les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier de cette augmentation de prix à l'instar des autres pays. Cette situation fait le chou gras des journalistes et de certains animateurs du milieu rural, au point où deux organisations syndicales ont lancé une grève et demandent la révision de la réforme et la démission du directeur général. Je demande donc à toutes les sociétés coopératives et les producteurs de café cacao qui se reconnaissent à nos organisations de vaquer à leurs occupations et se dissocier de cette grève. Bientôt, nous effectuerons une tournée dans les régions pour leur donner des informations sur les défis et les enjeux de la filière. C'est mars, c'est le mois de la femme, disons la promotion des droits de la femme. La question de l'égalité homme-femme a été sur la table des échanges de la tribune Les Causeries de l'AIP, entendez Agence ivoirienne de presse. Deuxième numéro de l'année, le rendez-vous a eu pour invité Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne, qui à l'occasion a partagé l'expérience des 28 pays de l'Union sur la question. Issa Badini et Ezekiel Seri ont été témoins des échanges. Égalité hommes et femmes, acquis et défis, voilà le plat de résistance de l'ambassadrice de l'Union européenne à cet autre rendez-vous de l'agence ivoirienne de presse dénommé Les Causeries de l'AIP. Partageant l'expérience de son union qui, selon les statistiques de 2023, la place à 70 sur une échelle de 100 en matière de parité genre, Francesca Di Mauro note à cette causette que la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant ces dernières années, ne serait-ce que sur le plan juridique. On sait bien qu'en Afrique, de façon évidemment différente, tous les pays ne sont pas les mêmes, mais les discriminations persistent. En Côte d'Ivoire, en fait, si nous regardons au-delà de la Constitution, la Côte d'Ivoire a adhéré à pratiquement toutes les conventions internationales, que ce soit des Nations Unies, le protocole de Maputo, donc au niveau, sur le papier, tout a été approuvé, ce qui démontre quand même une volonté politique d'avancer dans ce domaine.
En matière des droits de la femme, même l'Europe vient de loin, soutient la diplomate de l'IE. Il y a 50, 60 ans, si vous arriviez projeté il y a 60 ans en Italie, il y avait beaucoup de problèmes d'égalité hommes-femmes. Les femmes étaient reléguées à la maison, les femmes n'avaient pas les mêmes droits. Il y avait même dans le code pénal en Italie, dans les années 50, l'homme pouvait tuer sa femme si elle était trouvée en adultère et il avait des atténuantes. Quant à l'hôte du jour, elle fait sienne le dicton qui dit qu'on est mieux servi que par soi-même. Il y a des grandes avancées, mais il faut que nous, les femmes, on s'approprie ce concept pour essayer de nous libérer des pesanteurs religieuses, socioculturelles. Tant que nous-mêmes, nous sommes vraiment coincés, on a beau prendre des textes, ça n'évoluera pas. Toutefois, la femme ivoirienne peut compter sur un coup de pouce de l'Union européenne pour réduire le fossé de la disparité. Les causeries de l'AIP, c'est un forum d'échange et d'information sur l'actualité nationale et internationale. Cette activité de ce jour constitue le deuxième rendez-vous de la tribune dans cette année 2024. Avec pour objectif principal de réunir les diverses parties prenantes pour élaborer des solutions novatrices qui visent à surmonter les obstacles à l'inclusion financière des migrants en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale du travail a organisé ce mercredi à Abidjan un atelier révélateur mettant en lumière les défis persistants de l'inclusion financière des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire. En s'appuyant sur les résultats d'une étude approfondie, l'OIT cherche à créer une compréhension commune des liens entre l'inclusion financière et le travail décent. Dans le cadre du projet FAIR, l'Organisation internationale du travail OIT a organisé un atelier pour promouvoir l'inclusion financière des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire. Il a réuni diverses parties prenantes et vise à valider une étude approfondie sur l'inclusion financière des migrants afin de concevoir des solutions innovantes pour surmonter les défis identifiés. La rencontre aujourd'hui, c'est l'évaluation, disons la validation d'une étude, l'étude sur l'inclusion financière des migrants en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail, à travers le projet FAIR 3, a initié cette étude-là pour comprendre l'accès des potentiels migrants aux différents services financiers. Pour parler simplement, lorsque une personne a un projet de migration, il faut bien qu'elle finance ce projet de migration. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour financer son projet? Est-ce qu'elle a accès à des services financiers, on dira officiels? Est-ce qu'elle a accès à d'autres recours pour financer son projet? Le projet FAIR, financé par la Suisse et l'Italie, vient garantir les processus de recrutement équitable pour les travailleurs migrants dans plusieurs corridors migratoires, notamment en Afrique du Nord, de l'Ouest ou du Moyen-Orient, en Asie du Sud et du Sud-Est. Cette troisième phase de ce projet se concentre sur le renforcement de l'appropriation par les parties prenantes et le développement de bonnes pratiques, avec un accent particulier sur les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho, l'Afrique du Sud, les pays arabes et la Tunisie. Effectivement, pour la phase 3, pour cette phase de projet, nous nous concentrons beaucoup sur les candidats à la migration ivoiriens, puisqu'on veut prévenir en fait les risques liés à l'immigration clandestine et leur donner de meilleures chances de pouvoir migrer dans de meilleures conditions pour un avenir meilleur. Alors que la Côte d'Ivoire fait face à des défis en matière d'inclusion financière, les voies de financement exposent les migrants à des risques tels que l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. L'étude entreprise par l'OIT a donc permis de comprendre les pratiques de financement habituelles des travailleurs migrants en mettant en lumière les dynamiques de genre afin d'informer les parties prenantes sur les opportunités et les défis liés à l'accès aux services financiers dans le cadre de la migration. En prélude du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement, l'UNFPA a lancé le mardi 26 mars 2024 une initiative majeure pour renforcer l'implication des jeunes en Côte d'Ivoire. L'objectif est de placer les jeunes au cœur du processus de développement en les incitant à participer activement, notamment dans les domaines critiques tels que la santé reproductive et l'éducation. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba pour le point.
Dans le cadre des préparatifs du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a initié des échanges importants avec les jeunes de Côte d'Ivoire, axés sous le thème « Accès aux droits et services de santé productive, quelle contribution des jeunes pour la réalisation de la CIPD ?» Cette rencontre vient renforcer le rôle et le leadership des jeunes dans le développement du pays. Vous savez, nous célébrons cette année les 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement. Et c'est l'occasion de faire le bilan de tout ce qui a été fait ces 30 dernières années, de nous projeter dans l'avenir. Et j'ai été très heureux de participer aux côtés du ministre de la Promotion de la Jeunesse à un dialogue intergénérationnel où les jeunes ont pu partager avec nous leurs préoccupations, mais aussi des solutions par rapport aux défis majeurs que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde à venir. Avec une population majoritairement jeune, les défis et opportunités pour la jeunesse ivoirienne sont au cœur des discussions. L'UNFPA reconnaît l'importance des jeunes dans la réalisation des objectifs de développement durable et de la CIPD. Les jeunes, représentant plus de 70% de la population dans les pays en développement, sont des partenaires essentiels pour la quête et l'équité intergénérationnelle et du développement durable. Pour cette rencontre, un panel de haut niveau était au programme avec des panélistes de renom tels que le ministre de la Jeunesse. D'abord, j'ai été heureux de participer à ce panel important de l'UNFPA. Ça a été l'occasion pour nous donc, de rappeler les engagements qui ont été pris, les 12 engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire et le niveau de mise en œuvre de ces engagements. Même s'il y a encore des efforts à faire, on peut noter que globalement il y a une dynamique qui est impulsée. Et l'horizon c'est 2030 et donc la Côte d'Ivoire entend poursuivre ses efforts en faveur du respect de l'ensemble de ses engagements. Cet événement pour nous les jeunes est d'une très grande importance, surtout à la veille du dialogue mondial de la jeunesse à l'occasion des 30 ans de la CIPD qui aura lieu à Cotonou. Parce qu'aujourd'hui, il s'agissait pour nous les jeunes de pouvoir mettre sur table les défis que nous rencontrons sur le terrain. Avec pour objectif de créer un espace de dialogue inclusif, les discussions visent à partager la vision stratégique de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest, à comprendre les priorités et aspirations des jeunes, ainsi qu'à renforcer leur engagement dans la mise en œuvre des programmes de développement, notamment ceux liés à la santé productive et à l'éducation. L'actualité nous emmène à Korogo. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire afin de construire des champions nationaux, telle est la mission de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. L'objectif est de décentraliser la connaissance pour que les populations puissent entreprendre et se focaliser sur l'avenir de la région à travers l'agro-pastoral afin de développer leurs capacités entrepreneuriales. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Après l'INPHB de Yamoussoukro, l'université Alassane Ouattara de Bouaké et de San Pedro, c'est à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo que la commission promotion de l'entrepreneuriat national de la CGCI dépose ses valises, dont la mission est de construire des champions nationaux à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. L'objectif, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce fut une excellente réunion avec les étudiants. On a pu leur expliquer un peu l'intérêt de l'entrepreneuriat au niveau national et spécifiquement au niveau de la région de Korogo, leur donner des exemples, leur montrer qu'il était facile de devenir entrepreneur, mais qu'il y avait des conditions à remplir. On leur a indiqué quelles étaient ces conditions pour qu'ils sachent qu'en fait, tout était au niveau de leur intérêt, de leur engagement, de leur volonté d'entreprendre. Et souvent, quand on n'a pas ces idées, on a tendance à penser qu'il n'y a que les grandes entreprises, les gens d'Abidjan, les gens qui ont de l'argent qui peuvent entreprendre. Et nous allons mettre le contact pour que cette collaboration soit renforcée et qu'il y ait l'accompagnement. Puisqu'il y a des gens venus présenter cela ici à l'université. Et ensuite, on va voir comment la CGC peut nous accompagner dans le processus. Il faut dire que nous avons salué cette entreprise dans cette activité avec beaucoup de joie
Parce que donc l'UNICEF, c'est de prôner un peu l'auto-emploi, non seulement, mais aussi l'emploi salarié. C'est dans une bonne ambiance et partage d'expérience que cette 4e édition de la conférence de l'entrepreneur à Korogo s'est soldée. Claude Saï Soumaoro s'est rendu le dimanche dernier à Danane, dans l'ouest du pays, pour apporter le soutien du président de la République de Côte d'Ivoire aux musulmans et chrétiens de cette ville frontalière au Libéria et à la Guinée. L'émissaire du chef de l'État a fait des dons de 200 sacs de riz, 200 cartons de boîtes de lait et la somme de 4 millions de francs CFA, dont 1 million aux chrétiens catholiques. Le reportage est signé Théodore Kanga. Il m'a demandé, mon père, de vous le mettre. C'est une petite offrande qu'il vous fait. La somme d'1 million de francs. Dans un geste marquant de solidarité, le chef de l'État Alassane Ouattara a offert du riz et du lait aux communautés musulmanes et chrétiennes de Danane en cette période de carême. Soulignant l'importance de l'unité, le soutien mutuel et le partage entre les différentes croyances, Claude Saï Soumaoro, l'émissaire du président de la République, a invité les uns et les autres à l'amour et à la tolérance. Faire cette mission avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'église catholique, à la paroisse, le président Alassane Ouattara vous aime. Mes chers imams, il vous aime. Il vous accorde respect et considération. Parce qu'il sait que toute société qui évolue ne peut le faire que grâce aux prières et aux bénédictions qu'on adresse à Dieu. Cette initiative intervient dans un contexte où le carême observé tant par les chrétiens que par les musulmans, bien que de manière différente, cette action a été largement saluée par les leaders et fidèles des deux confessions religieuses. J'atteste notre sincère reconnaissance au président de la République, son Excellent, M. El Hadj Alassane Ouattara. Lassine Khalifa Diabaté, maire de Danane, et les cadres n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État. Il y a beaucoup de communes en Côte d'Ivoire. Donc quand le président choisit notre commune pour envoyer son chef de cabinet venir remettre des dons, des vivres à la population, on ne peut qu'être un maire heureux, reconnaissant le président de la République. Nous sommes heureux en tant que cadre de savoir que le président de la République pense à nous. Et cela nous interpelle au plus haut niveau à nous mettre ensemble. Ces dons aux communautés illustrant comment la générosité et le respect mutuel peuvent favoriser la cohésion que chaque cadre de Danane doit suivre. Les élèves du groupe scolaire Ibrahim Koné de Boundiali sont heureux. Avec un effectif de 528 apprenants, pousse enfin ouf de soulagement. Un nouveau bâtiment de 3 salles et de maternelle qui va désengorger les classes à effectifs pléthoriques, permettant ainsi aux enseignants de mieux encadrer les apprenants. Cette infrastructure construite en géobéton de type auto-flottant a été inaugurée par la première responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Marietou Koné, nous dit Ouattara Daouda. Parents d'élèves, enseignants, élèves et acteurs éducatifs de la commune de Boundiali sont en joie. En effet, en état de délabrement très avancé depuis plusieurs années, avec des effectifs pléthoriques, l'école primaire publique Ibrahim Koné de Boundiali vient de recevoir officiellement des mains du professeur Marietou Koné, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, député maire de Boundiali, les clés d'un bâtiment de 3 classes, un bloc latrine de 4 cabines, une école maternelle et un magasin construit en géobéton de type auto-flottant afin de renforcer les infrastructures existantes. Une action qui s'inscrit dans le projet PAPSI constitue un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants. Nous vous promettons de faire un bon usage de ces joyaux et d'améliorer nos résultats. Chère maman, au nom de tous les élèves de cet établissement, je voudrais vous dire merci.
c'est avec un grand soulagement que nous, parents, membres du COJES, recevons les clés de ce nouveau bâtiment qui vient résoudre le problème des classes à effectif pléthorique. Nous avons la chance de la Bagoué d'avoir un ministre qui est de chez nous, un ministre de l'Éducation nationale. Et elle fait beaucoup pour notre région. Ces infrastructures, d'un coût de 40 969 837 francs CFA, ont une capacité minimale annuelle d'accueil de 160 élèves. Je dis minimale, ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Permettant ainsi d'absorber les sureffectifs enregistrés dans les classes du primaire et d'offrir aux tout-petits l'opportunité d'un apprentissage préscolaire. Chères enseignantes, chers enseignants, chers parents d'élèves, chaque jour, le gouvernement crée les conditions pour hisser l'école ivoirienne au niveau des grandes nations éducatives. Maria Toukone avait distribué 50 tonnes de vivres et de non-vivres à la communauté chrétienne et musulmane de la région de la Bagoué, comme chaque année, afin de les aider à passer de très bons mois de Ramadan. En image à présent, la société BlackRock Mining, active sur le graphique en Afrique, a annoncé une levée de fonds de 10 millions de dollars australiens par le biais d'un placement d'actions. Les fonds seront utilisés, apprend-on, pour finaliser les préparatifs du développement de Mayenge en Tanzanie. La future mine de graphique Mayenge, qui devrait livrer annuellement jusqu'à 340 000 tonnes de concentré de graphique sur 24 ans, contribuera à mieux positionner la Tanzanie et l'Afrique sur le marché mondial de graphique. En Mauritanie, la première expérimentation de culture de blé sur une superficie de 200 hectares a porté ses fruits. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Agriculture. Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre la Société nationale pour le développement rural, le groupe Timar, opérant dans la logistique et l'entreposage, et la société Biladi pour la production agricole et animale. Pour l'heure, la Mauritanie importe la quasi-totalité de ses besoins en blé. Selon les données de la FAO, le pays a acheté plus de 750 000 tonnes de blé d'une valeur de plus de 322 millions de dollars sur le marché international en 2022. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.